Bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube si c'est la première fois pour vous, re-bienvenue si ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager mes unpopular opinions en écriture. Alors je ne sais pas si elles sont vraiment unpopular, si c'est vraiment pas ce que ressentent la majorité des gens qui écrivent, mais en tout cas, ce n'est pas la majorité des choses que je trouve sur Internet de gens qui apparemment écrivent. Donc ça va être par exemple des conseils que je ne suis pas, ce genre de choses. Je suis ravie de pouvoir tourner dans mon salon avec mon bureau juste ici parce que franchement, je trouve que ça fait un bon comment dire, un bon setup peut-être, je ne sais pas exactement quel est le bon mot. En plus avec l'exemplaire des sorcières de Raven Valley de ma mère, juste ici, qu'elle est en train de le lire. Et qu'est-ce que c'est? C'est le dernier roman que j'ai écrit qui est sorti, tout simplement. Disponible sur Lulu, en brochet et numérique, et seulement en numérique sur mon Ko-fi. Bref, ces opinions, comme les opinions en général, sont personnelles, hein, elles me regardent, vous avez complètement le droit de ne pas être d'accord avec moi, c'est pour ça que je les considère impopulaires d'ailleurs, parce que beaucoup sont pas d'accord. Si je fais cette vidéo, c'est parce que si comme moi, vous êtes tombé sur plein de vidéos de conseils qui vous disent qu'un auteur, une autrice, ça fait pas ça, etc., ça peut vous permettre de vous dire que vous avez quand même votre place dans l'univers, et j'en passe. J'avais d'ailleurs moi-même fait déjà une vidéo sur 10 conseils d'écriture, je crois, juste après avoir écrit La femme toujours de rouge vêtue. Ça me fait très rire parce que je crois que c'était en décembre de l'année dernière. Et c'était ici, la seule vidéo que j'ai tournée ici, des grosses barres, ça me fait vraiment très rire. Donc pour le moment, j'en ai trouvé que 8, mais n'hésitez pas à remplir en commentaire avec des opinions sur l'écriture qui seraient peut-être impopulaires ou non, que je n'aurais pas citées. Ma première opinion impopulaire, c'est que je m'en fiche des filtres en écriture. Les filtres, qu'est-ce que c'est? Comment vous expliquer ça? Ça va être par exemple d'écrire ça, toujours, en début de phrase, ça n'allait pas se passer comme prévu, ou en fait, le genre de choses que tu retrouves beaucoup en écriture avant la réécriture ou la bêta, et qui paraissent pas assez professionnelles. Je vous invite à aller vous renseigner de votre côté, parce que moi-même, je n'arrive pas bien forcément à l'expliquer. Je vois ce que c'est, mais je ne sais pas explicitement ce que c'est, mais en tout cas, je sais que je m'en fiche. Parce que moi, j'aime l'authenticité. Ça ne me dérange absolument pas des phrases qui commencent par ça, ou il y avait, ou je ne sais quoi. Parce que, surtout si c'est à la première personne, pour moi, en fait, c'est de l'authenticité, en fait. Par exemple, si t'écris à la première personne, c'est quelqu'un qui vit. Et si t'écris du contemporain, c'est normal que la personne parle comme toi, parle comme n'importe quelle autre personne. Et ce que tu écris dans tes paragraphes, c'est ses pensées. Toi, quand tu penses dans tes pensées, tu utilises le mot ça, tu utilises des filtres. Enfin, des filtres, parce que bon, c'est pas des filtres quand tu parles, tu vois, c'est juste naturel. Et bah pour moi, c'est juste ça, en fait, c'est naturel. Alors bien sûr, parfois, le problème, c'est qu'on l'utilise tellement souvent que ça fait très répétitif. Et dans ce cas, le problème, c'est les répétitions, c'est pas le filtre d'écriture. En tout cas, en tant que lectrice, parce que je ne suis pas que autrice, je suis aussi lectrice, ça ne me dérange absolument pas de voir ce genre d'écriture. Numéro 2, et ça va pas plaire aux gens de l'élite de l'écriture et de la lecture, de la littérature et j'en passe, mais pour moi, l'auto-édition est supérieure au livre en maison d'édition. Si vous êtes des auteurs, autrices en maison d'édition, ou que vous cherchez à être publié en maison d'édition, ne prenez pas ça personnellement. Moi-même, la plupart des livres que j'ai dans ma bibliothèque sont des livres de maison d'édition. Il n'y a aucun problème avec ça et je sais pourquoi les gens choisissent les maisons d'édition. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es en auto-édition, il y a beaucoup plus de liberté. Ton texte, on va beaucoup moins te demander de le changer pour que ça corresponde plus au grand public, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça parfois que tu vas avoir plus de mal à le vendre parce que ça va pas, tu vas pas suivre les attentes du grand public. Et moi, je trouve que c'est cool parce que je vois beaucoup de gens en ce moment sur les réseaux, surtout sur TikTok, hein, se plaindre du fait que tous les livres se ressemblent en ce moment, c'est toujours les mêmes tropes, le nom de personnage il change un peu, mais sinon c'est toujours la même chose.
Et à ces gens-là, je conseillerais de se tourner vers des livres en auto-édition. Parce que pour le coup, si vous voulez de l'originalité, vous allez être servi. Et à tous ceux qui me diront, oui, mais en auto-édition, il y a plein de fautes, les gens ne sont pas sérieux, tout le monde peut mettre en auto-édition, donc tu peux tomber autant sur du très bien que sur du très mauvais. Girls, guys, boys and everyone in between. J'en ai lu des livres en maison d'édition. Il y a tout autant de fautes, tout autant d'erreurs de grammaire et tout autant de bouse, clairement. Le problème, c'est pas la forme. Hein. Ça n'a rien à voir. Que tu sois en maison d'édition ou en auto-édition, si tu écris de la merde, tu écris de la merde. Enfin, de la merde. C'est subjectif, bien évidemment, mais ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont en auto-édition qui sont extrêmement professionnels et qui veulent vraiment que ça soit carré, à tel point qu'ils se mettent beaucoup trop la pression et qu'ils osent même pas sortir leur livre parce qu'ils se disent que c'est pas assez et qu'ils ont des choses à prouver. Croyez-moi, j'ai lu... Je n'ai pu lire en ce moment qu'un seul livre en auto-édition parce que c'est galère à trouver dans le sens où tomber dessus sur internet, parce que c'est pas ce qui est mis en avant même avec les algorithmes. J'ai lu Ses secrets bien enfouis de Aya Balwena et franchement, une de mes meilleures lectures de toute ma vie. C'était libre, authentique. L'autrice y a mis clairement de ses idées, je pense, parce que je ne la connais pas personnellement, donc je pense. Mais en fait, c'était tellement plus réel que beaucoup de livres que tu vas trouver en maison d'édition. Pourquoi je n'ai malheureusement pas beaucoup de livres en auto-édition dans ma bibliothèque, c'est aussi et surtout parce que je privilégie la seconde main en termes de livres, parce que déjà je ne suis pas riche et que ça coûte beaucoup moins cher quand tu vas les chercher sur Vinted ou en boîte à livres, etc. Et forcément, c'est pas là que tu trouves beaucoup d'auto-édition. Mais ce que je veux dire, c'est que si je dois acheter des livres neufs, ça sera principalement de l'auto-édition. 3. Non, les critiques même constructives ne nous aident pas à évoluer en tant qu'auteur, autrice ou n'importe quel autre genre. Ça ne vient absolument pas nous aider, ça vient nous démolir notre confiance en nous et nous fait douter en fait plus que progresser. Je rejoins parfaitement l'opinion de Michael Bieli qui a lui-même une chaîne YouTube que j'adore en plus comme chaîne YouTube et qui parle justement du fait que les commentaires, les avis des lecteurs, en réalité on s'en fiche ou du moins on devrait s'en ficher. S'en ficher, oui, j'ai un doute. Mais qu'en gros, c'est très bien quand quelqu'un aime ton livre, c'est chouette. Mais quand quelqu'un l'aime pas, ça peut te détruire complètement. Et donc, ne juste pas lire les avis des lecteurs, parfois c'est mieux. Et je suis assez d'accord avec lui. En tout cas, moi je trouve que la critique constructive, ça n'existe pas. Une critique n'est jamais constructive. Une critique, surtout quand elle est négative, genre qu'elle reflète vos erreurs, ou du moins ce que les gens pensent être des erreurs, c'est forcément destructeur. Ça l'est forcément. T'as beau mettre des formes de politesse, etc. Ça fait quand même mal à l'ego et à la confiance en soi. Là, on parle pas de quelque chose qui a besoin de rigueur, comme par exemple, je sais pas moi, tu travailles en usine avec des produits dangereux. Bon oui, t'as des règles à forcément respecter pour pas foutre le feu à ton usine. Et que donc, si tu fais pas les choses correctement, oui, on va te faire une critique. C'est normal, t'as le danger, t'as ceci, t'as cela. Là, on parle d'art. On parle d'art, d'expression. L'œuvre d'art existe parce que c'est une expansion de l'artiste. On ne peut pas... En fait, c'est pour ça aussi que j'aime l'auto-édition. Je rejoins encore Michael Bieli là-dessus, mais vous ne pouvez pas dire « Ah, moi, j'ai bien aimé ton livre, hein, mais je l'aurais pas écrit comme ça, j'aurais pas fait cette fin-là. » Ce n'est pas toi qui as écrit le livre. Si tu veux écrire un livre, fais-le. Mais ce livre, ce n'est pas le tien. C'est le mien. C'est moi qui l'ai écrit. Donc c'est de moi, c'est mes idées. Rien ne t'empêche d'écrire le tien, mais tu peux pas vouloir quelque chose de différent pour mon livre alors que c'est mon œuvre.
Moi, c'est l'équivalent d'aller dire, je sais pas, à Céline Dion, ah moi ta chanson, à ce moment-là, j'aurais pas chanté ça, j'aurais changé le timbre, ou dire à Vincent Van Gogh, oh moi ton cyprès, je l'aurais mis de l'autre côté, sur la nuit étoilée. Ce n'est pas vous qui avez fait l'œuvre, s'il vous plaît. Surtout que la plupart du temps, ces critiques-là dont on parle, je parle absolument pas de la bêta-lecture. La bêta-lecture est là pour ça. Elle est là pour cibler les erreurs, les fautes de grammaire, les fautes d'orthographe, s'il y a un problème d'intrigue, etc. Ça, c'est logique. C'est normal d'avoir des critiques à ce moment-là. Moi, je parle des gens qui critiquent une fois que le livre est sorti. Et encore une fois, je ne parle pas du fait que on transmet des mauvais messages. Par exemple, si si l'auteur ou l'autrice est ouvertement problématique et dans le sens est ouvertement, par exemple, homophobe, ouvertement raciste, ouvertement je ne sais quoi, et que dans son livre, ce n'est pas pointé du doigt cette action-là, mais c'est normalisé. Bon bah là, je comprends la critique, tu vois. Moi, je te parle juste d'une critique en mode « Oh, le livre était nul, il se passe rien. » L'équivalent des haters sur YouTube ou sur TikTok ou sur n'importe quel autre truc. Non. Non. Surtout que le livre est déjà publié. Qu'est-ce que tu veux qu'on change? On ne va pas réécrire le livre et le refaire imprimer pour tes beaux yeux. Je suis sincèrement désolée que tu aies pris du temps pour quelque chose qui ne t'a pas plu. C'est vraiment dommage. Mais le commenter, nous l'envoyer, pardon, pourquoi? Désolée, cette vidéo va durer super longtemps parce que je reste plein de temps sur mes points, mais pour moi c'est très important. Pareil parce que là je parle des critiques en mode qui sont faites pour que nous, auteurs, nous, artistes, le voyons. Mais bien sûr, par exemple, ton livre est sur Glyph, qui est une appli de lecture, ou sur Amazon, etc. Et tu mets des avis en tant que consommateur. Par exemple, une étoile, bon bah moi voilà, j'ai pas aimé parce que ceci, j'ai du mal avec cela, machin truc chouette. C'est un avis de lecteur parce que tu as acheté un produit. Là, c'est si l'auteur veut le voir, c'est lui qui y va. Moi, je te parle vraiment de cette action d'aller voir l'auteur, d'aller voir l'artiste et de lui dire « j'ai pas aimé ton livre ». D'aller sur son compte Instagram, sur ses messages, sur son mail, et de lui dire « ton livre, je ne l'aurais pas écrit comme ça ». C'est ça que je pointe du doigt. Quatrième opinion impopulaire, je suis convaincue qu'on peut se passer de la moitié, voire des 3/4 des descriptions dans les livres. Wait a second. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour moi, franchement, les descriptions perso, je m'en fous. Ah mais je m'en fous. Je m'en fous. Que une fille ait les cheveux bruns, blonds, roux, je m'en fiche. Qu'elle soit grande, petite, je m'en fiche. À part si ça a une importance dans l'histoire. Par exemple, c'est une jeune fille qui ou un jeune homme qui vit de la grossophobie. Bon bah, c'est évident que tu vas devoir préciser que cette personne est une personne grosse, parce qu'on parle de grossophobie. Mais sinon, si c'est juste pour dire qu'un tel est brun, un tel ceci, un tel cela, je ne vois pas l'intérêt. Je sais que c'est pour mieux visualiser et j'en passe, mais encore une fois, je rejoins Michael Bieli là-dessus. Si tu dis que les rideaux sont rouges dans ta pièce, juste pour dire que les rideaux sont rouges, c'est juste du comblage. Mais si tes rideaux sont rouges parce qu'ils sont marqués de taches de sang d'une guerre qui s'est passée il y a tant, c'est différent. Je pense aussi beaucoup que les dialogues, pour moi, sont supérieurs aux descriptions. Alors là, shout out Christelle Le Bailly, une youtubeuse que j'apprécie, attention, mais parce qu'elle donnait comme conseil de, si tu veux beaucoup écrire en Comic Sans MS, qui est une police que vous connaissez peut-être, parce qu'elle est tellement moche que ça te donne vraiment l'effet de brouillon et que donc tu t'en fiches de ton premier jet. Moi, j'adore la Comic Sans MS. Je l'adore parce que je la trouve très agréable à l'œil et ça rend la lecture beaucoup moins lourde. Je suis pas dyslexique, mais j'ai quand même ce truc-là de confort visuel
qui est quand tout est trop serré, ça me fait un brouillard mental et j'arrive plus, ça me fait mal à la tête. Alors que quand les choses sont espacées, donc des interlignes pas mal, une police assez grosse, une taille de police grosse, je voulais dire, et une police comme la 100 ms, et ben j'avoue que ça me simplifie beaucoup plus l'exercice de lecture. C'est pas pour autant que j'imprimerai mes livres en comics 100 ms. Moi, je l'ai utilisé pour les sorcières de Raven Valley en mode pour les messages. Je vais vous montrer un peu. Voilà, donc sur cette page, on a la police normale de description, de dialogue et j'en passe. Et juste là, on a la comics en MS pour les messages Instagram de Rain et Nova. Il n'y a pas encore Violette normalement. Oui, de Rain et Nova. Après, c'est vrai que la technique d'écrire dans cette police pour le premier jet fonctionne très bien pour écrire beaucoup. Mais aussi et surtout, je pense, parce que juste c'est agréable à l'œil, genre ça fait pas mal aux yeux. Moi en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Pour moi, c'est que ça fait du bien en fait. C'est épuré, c'est espacé, enfin, t'as pas l'impression de manquer d'air. Ça fait vraiment très claustrophobe ce que je dis et je le suis un peu claustro et agoraphobe, donc c'est peut-être ça aussi, mais enfin bref. Là, c'est vraiment nos pressions, c'est même limite a joke, mais je ne bois pas de thé quand j'écris. Pas que je n'aime pas le thé, mais tout simplement que je préfère le café. Je suis team café. Donc quand j'écris, en général, soit je me prends un café, soit je prends exclusivement que de l'eau parce que je ne veux pas non plus boire trop de café. C'est en général, vraiment dans la vie de tous les jours, 2 par jour maximum de café. Et la plupart du temps, c'est seulement 1 le matin pour me réveiller parce que c'est pas non plus ce qu'il y a de meilleur pour la santé, la caféine. Mais c'est ce que je préfère largement et du coup, le reste du temps, je prends de l'eau. Mais j'avoue que le thé, c'est vraiment pas ce que je préfère. J'ai vu que c'était plutôt l'inverse en général. Les auteurs et les autrices boivent beaucoup plus de thé que de café en écrivant. J'ai vu que, encore une fois, pardon, je me répète, mais j'ai vu que Michael Bieli, lui, buvait genre de l'Oasis, un truc du genre. Et j'ai trouvé ça aussi cool parce que c'est vrai qu'on me parle que de thé et de café, genre en mode très adulte vibe. Mais pourquoi pas en fait de l'Oasis, des sodas, why not? Bon, bien sûr, c'est plein de sucre, mais on s'en fiche. 7. Si vous lisez tous mes écrits, vous vous rendrez compte que j'utilise toujours le même genre de personnages, du moins pour mes personnages féminins principaux, surtout dans la romance. Je recycle mes personnages, je recycle la forme, entre guillemets, ce que je veux faire passer d'eux. Déjà, mes meufs principales s'habillent toujours en noir. Toujours. Je sais pas, tout simplement parce que je trouve ça extrêmement esthétique. J'adore cette couleur, obvious. Et que c'est un peu le côté de moi que je mets dans chacun de mes personnages. Aussi, j'ai remarqué que j'avais beaucoup de personnages brunes. Mais ça, je l'ai fait pour m'obliger à apprécier ma couleur de cheveux. Parce que, alors oui, je sais, ça va paraître bizarre parce que qui n'aime pas être brune. Mais à un moment, je rêvais d'être rousse. Et j'avais beaucoup de mal à me faire à l'idée que je ne l'étais pas. Et vous allez me dire, j'aurais pu très bien faire des teintures. C'est ce que je faisais à l'époque. J'en ai fait des teintures rousses. Mais aujourd'hui, je ne veux plus m'en faire. Je suis un peu contre l'idée. Parce que ça m'abîme les cheveux, etc. Et que la nature m'a faite avec les cheveux bruns, alors j'ai envie d'avoir les cheveux bruns. Mais du coup, pour m'obliger à trouver ça aussi beau que les cheveux roux, j'ai créé que des personnages aux cheveux bruns ou alors châtains mais assez foncés. Incroyable, ça a marché. Je suis toujours autant fan des cheveux roux. Attention, hein. Attention, Nova d'ailleurs, Nova. Merveilleuse Nova. Mais maintenant, c'est vrai que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi les cheveux bruns. Et il serait peut-être temps que je fasse une héroïne aux cheveux blonds parce que je n'en ai aucune. Au niveau de la couleur des cheveux ou au niveau de la couleur des habits que je recycle, entre guillemets, déjà, beaucoup de mes personnages sont asexuels. Pareil, ça c'est un truc que je mets de moi dans beaucoup de mes personnages. Mais aussi tout simplement parce qu'il n'y a tellement pas de représentation asexuelle dans la littérature, dans la lecture.
je me dis, mais en fait, bah oui, limite tous mes personnages le seront pour un peu faire la balance. Et pourquoi pas, en fait. En plus que franchement, les seuls livres que j'ai, enfin, les livres que j'ai lus où il y avait des personnages asexuels étaient demi-sexuels. Et attention, bien sûr, c'est une... être demi-sexuel, vous êtes sur le spectre asexualité, il n'y a pas de problème, attention. Mais ces personnages-là, ils finissent toujours par avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre dans les livres que j'ai lus. Et du coup, pour moi, bah... ça reste toujours le même genre de livre. Au final, il y aura toujours un moment où ici va y avoir une relation intime et charnelle. Or, moi, je veux vraiment montrer la personne asexuelle qui n'a pas de relation. Et ça, bah, j'en ai jamais trouvé. Ou alors ils peuvent pas être en couple, quoi. Et ça, je veux me battre contre cette idée. Et même, par exemple, j'écris... Allez, vas-y, entre Lucas et Josh, donc les love interest de mon premier et troisième livre, bon, c'est un peu plus ou moins le même genre de mec, tu vois. J'ai aucun problème à recycler mes personnages, clairement. Ça me fait trop kiffer. Et comme c'est des représentations de masculinité qu'on n'a pas beaucoup non plus dans la société, je me dis, mais pourquoi je me priverais, en fait? Recycle tes personnages, ils sont géniaux. Enfin, dernièrement, je ne change que très peu de choses de mon premier jet à la réécriture et de la réécriture à la bêta. Et ce n'est pas forcément fait exprès, c'est juste que j'ai constaté. En général, mon premier jet, bah, je l'aime bien. Je dis ça parce que pour préparer cette vidéo, pour trouver des choses qui me semblent impopulaires par rapport à la majorité des gens, et bah, j'ai regardé beaucoup de vidéos genre conseils, écriture et tout. Et il y en a beaucoup qui disent ne vous prenez pas la tête avec le premier jet, ou quand vous faites votre premier jet que vous l'avez fini, c'est que 20% du travail, vous avez fait le plus simple et j'en passe. Ben moi c'est pas mon cas. Personnellement, je change pas énormément de choses entre mon premier jet, la réécriture et la bêta. C'est plus de la correction et en fait pourquoi je ne change pas grand chose, c'est pas du tout pour me hyper ou quoi, mais c'est que bah il n'y a pas vraiment d'incohérence. Là, sur les sorcières de Raven Valley, c'est vrai, je m'étais trompée sur un chiffre. Pour l'anniversaire de Violette, je lui avais donné 1 an de moins au niveau de son anniversaire. Mon bêta lecteur l'a souligné et j'ai juste changé ça, mais c'est la seule chose qui était incohérente. J'arrive en fait à garder dans ma tête ce qui s'est passé au moment où j'ai créé le premier jet, et du coup il n'y a pas vraiment d'incohérence que j'ai besoin de retravailler au premier jet, à la réécriture. À la réécriture, ça va plus être entre guillemets ce que je peux essayer de sublimer, mais pareil, je ne veux pas trop me prendre la tête avec ça parce que j'ai envie de garder l'authenticité de mon premier jet, comment c'est sorti la première fois. Donc s'il y a des répétitions, je vais les modifier, mais les filtres, par exemple, bah, moi ça ne me dérange pas, je vais les laisser. Et à la bêta, en fait la bêta elle va me servir à ça. Si ça dérange le bêta lecteur, qui est pour les 2 bêta lectures que j'ai faites, quelqu'un qui lit énormément et de plein de genres différents, si vraiment ça le choquait, il me l'aurait dit. Parce que c'est ce que j'ai noté. C'est ce que j'ai noté dans le mail lui demandant de faire la bêta lecture. Ça ne l'a absolument pas choqué. Donc vraiment, quand je vous dis, ne vous prenez pas trop la tête non plus à vouloir absolument modifier la forme de vos phrases. Parfois, juste ça va quoi. Pour moi, c'est comme le truc de être jardinier, être architecte dans sa manière d'écrire. Bah, il y a des gens, leur premier jet, ça va vraiment être le brouillon, mais vraiment très brouillon. Et il y a d'autres, leur premier jet, ça va être comme Amélie Nothomb, je crois, j'ai oublié comment elle s'appelle, mais c'est une autrice qui écrit énormément et qui apparemment, ses premiers jets, c'est presque le résultat final de ses livres au final. Elle ne retravaille pas beaucoup dessus après. Bah moi c'est pareil, et j'ai pas la prétention de dire que j'écris aussi bien qu'elle, je n'ai jamais lu ses livres déjà. Mais enfin, j'ai pas la prétention de dire que ce que j'écris est parfait dès le premier coup. Ce que j'écris ne sera jamais parfait, peu importe le temps que je passe dessus. Ce qui est important pour moi, comme je le répète, c'est qu'il reste authentique et qu'il garde la même vibe que j'ai voulu lui donner au début. Et c'est pour ça que je refuse de passer je ne sais combien de réécritures pour modifier des choses qui me sont venues naturellement.
Si c'est comme ça que c'est venu, c'est que c'est comme ça que ça devait sortir à mon sens. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas les gens qui changent beaucoup de choses à leur écriture ou à leur bêta. Pas du tout, on a juste des façons différentes de fonctionner et c'est très bien comme ça. Tout comme c'est très bien qu'il y ait des auteurs jardiniers et des auteurs architectes. Et bah comme quoi je n'avais que 8 points mais qu'au final c'était quand même pas mal, ça fait 26 minutes que je tourne. Ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo dans cet endroit, franchement j'aime beaucoup, je pense que je vais essayer de tourner plus de facecam ici parce que ça me plaît pas mal. Mais comme vous le savez, si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, bah je ne vis pas seule chez moi, donc il faut toujours que j'attende qu'il n'y ait personne chez moi pour tourner et ça c'est compliqué. Même si les 3 personnes avec qui je vis travaillent tous en dehors de la maison, c'est des horaires qui ne correspondent pas les unes aux autres et donc il y a toujours quelqu'un à la maison avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écrivez bien si vous êtes auteur-autrice, lisez bien si vous êtes lectrice-lecteur. Et sinon, bah, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en fait. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Et enfin, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.